Ceci est la troisième partie de ma thèse professionnelle sur les accidents de dimensionnement d'un futur réacteur de fusion. Ces réacteurs de fusion ont des systèmes de sûreté spécifiques. Ici, notre chambre à vide, dont les parois sont refroidies par un système en refroidissement par eau, avec une branche froide et une branche chaude. Pour évacuer une surpression éventuelle dans cette chambre à vide, une grande canalisation qui est reliée à des disques de rupture qui se ruptent de façon mécanique en cas de surpression. Ce système est redondé par une électrovanne. Alors c'est un petit peu différent sur ITER, c'est ce que j'ai imaginé ici sur Edmond. Donc les tuyauteries sont de diamètre sensiblement égal, et donc il y a redondance avec une électrovanne. Le gaz qui se trouvait dans notre chambre à vide sera évacué et vient buller dans ce réservoir de décharge, ce qui a l'intérêt de piéger les éléments solides, à savoir les produits de corrosion activés et les poussières activées. On ne retrouve donc dans l'air, dans le ciel de ce réservoir de décharge, que de l'air chargé en tritium gazeux et en vapeur d'eau tritiée, qui est évacué vers le système de détritiation de l'air. Quelle est la méthodologie que j'ai appliquée pour la rédaction de cette thèse professionnelle? Ma démarche est basée principalement sur les 4000 pages du rapport préliminaire de sûreté ITER, la littérature sur la sûreté nucléaire, notamment l'ouvrage de M. Lippmann sur la sûreté des réacteurs à eau pressurisée du parc actuel, et l'avis d'experts que j'ai sollicité. Alors tout d'abord, nos accidents de dimensionnement, il faut les identifier. La première démarche, qui est la démarche historique, c'est une démarche de bon sens. C'est la sélection d'événements de référence. On observe notre installation, on regarde les systèmes importants pour la sûreté, et on se dit, tiens, il pourrait être défaillant. On pourrait avoir un problème ici, un problème sur la chambre à vide, et on en arrive, avec une réflexion de bon sens, à imaginer une série de scénarios d'événements qu'on appelle les événements de référence. Cette démarche a été menée historiquement, c'était la seule qu'on menait à l'époque sur les premiers réacteurs de fission nucléaire et sur les autres installations du cycle du combustible nucléaire. La seconde démarche est une démarche plus rigoureuse, c'est la démarche ascendante. On fait un inventaire de tous les éléments qui sont présents dans notre installation nucléaire, une pompe, un moteur électrique, une canalisation. On imagine les défaillances et de proche en proche, on voit les conséquences que ça peut avoir. Ainsi, on identifie d'autres types d'événements quand on a un rejet radioactif en conséquence d'une défaillance unitaire. La troisième méthode, qui est couplée dans le cas d'ITER avec la démarche ascendante, est ce qu'on appelle la démarche descendante. La démarche descendante, elle commence par inventorier les matières radioactives dans notre installation nucléaire. Ici, dans le tokamak, ici, dans le bâtiment tritium, ailleurs, dans le bâtiment déchets. Puis, on postule un rejet. Et donc, on imagine les différents cheminements à partir de ces inventaires radiologiques qu'est-ce qui a pu être défaillant, quel chemin a pu prendre cette matière radioactive pour sortir. Quelle fonction de sûreté a été défaillance, quel élément a été défaillant, telle barrière. Et donc on dresse tous les chemins, on vérifie les différents scénarios qui pourraient faire en sorte qu'il y ait cheminement de matière radioactive par ces voies, et on ne retient que le scénario qui induit le rejet le plus important. Ainsi, on obtient d'autres types d'accidents. Donc on a, je suggère, 3 méthodes pour déterminer identifier les accidents les types d'accidents. Ensuite, on fait une sélection sur les accidents, on retient les accidents qui ont le plus de conséquences radiologiques. Cette troisième méthode, la démarche descendante, c'est celle que je recommande de pousser plus particulièrement sur DEMO, sur un futur réacteur de fusion, car dans le cas d'ITER, elle a été couplée avec la méthode précédente. Ensuite, on a nos accidents de dimensionnement, il faut les caractériser. Donc pour les caractériser, il faut imaginer un scénario
très négatif avec un certain nombre de défaillances. Pour illustrer la caractérisation d'un accident de dimensionnement, je vais le faire sur l'accident de référence, qui est un accident, qui est la perte de réfrigérant primaire, qui survient sur les réacteurs à eau pressurisée à fission actuelle. Un événement hypothétique, bien sûr, qui sert au dimensionnement. Donc tout d'abord, il y a l'événement initial. Donc notre réacteur, il a son cœur qui est refroidi par ce qu'on appelle le circuit primaire en eau, et on imagine une rupture doublement débattue de ce circuit dans la branche froide, parce que c'est là que c'est le plus pénalisant sur le plan thermodynamique. Et donc à ce moment-là, le cœur n'est plus refroidi, l'inventeur en eau évacue par cette brèche. Alors, donc voilà, sur cet accident, on va appliquer des critères pénalisants. Le critère pénalisant, c'est tout d'abord de partir dans les conditions initiales les pires, au point de vue des conséquences de l'accident. En l'occurrence, on imagine que notre cœur est en fin de vie, donc ça veut dire que les produits de fission ont un inventaire maximal. Autre chose, notre réacteur tourne à 102%, c'est-à-dire de sa puissance maximale, c'est-à-dire qu'il est vraiment à fond, au-delà de sa vitesse maximale, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, on imagine une perte d'alimentation électrique, c'est-à-dire un blackout total qui touche la centrale, plus aucune alimentation électrique n'arrive sur la centrale. On imagine au pire moment, et en l'occurrence c'est au début de l'accident. Ensuite, on introduit un critère de défaillance unique, c'est-à-dire que sur les systèmes de sûreté, on imagine que quelque chose va défaillir au moment même pendant le scénario de l'accident. Le critère de défaillance unique qui est retenu sur cet accident de dimensionnement, c'est une des deux files de l'injection de sécurité qui va être défaillante. Et donc, on dresse le scénario de cet accident et on déroule l'école de calcul. Cet accident nous a permis de dimensionner l'enceinte, le circuit primaire et les éléments importants pour la sûreté. Pour l'injection de sécurité, on en arrive à concevoir deux fils dont la capacité est de 100% de ce qu'il faut pour refroidir le cœur dans cette situation accidentelle. Et donc, si une des deux fils est défaillante, l'autre assure 100% du débit requis.